Si tu pratiques des sports de combat, tu sais que la technique c'est bien, mais sans force, tu n'imposes rien. C'est Nabil Takali, aujourd'hui c'est le guide complet du développement de la force dans les sports de combat. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complète sur comment développer sa force, sa puissance, son explosivité sur les sports de combat. Ça veut dire MMA, judo, boxe, kickboxing, tous les sports de combat. Donc ça va être un guide complet avec plusieurs parties où je vais vraiment rentrer dans les détails pour vous aider à développer entre guillemets tout ce pan qui est vraiment important dans la préparation physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nabil, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Je coach par exemple des combattants comme Baki, Baïsangour Shamsudinov. Donc aujourd'hui je vais vous donner on va dire la méthode que j'utilise avec les pros mais que j'utilise aussi avec les loisirs et les amateurs. Ok? Donc j'ai tout noté sur mon PC. Sur la vidéo, je vais essayer de faire des plans. Donc j'ai fait un plan où j'ai tout noté point par point pour que ce soit clair et que vous puissiez utiliser les principes que je vais vous donner, les méthodes, les protocoles et même peut-être à la fin je vous mettrai une séance que vous pourrez utiliser en préparation physique. Ok? Donc qu'est-ce que c'est que la force dans les sports de combat? Parce que on sait que la force, par exemple, pour ceux qui se disent ok, je vais faire de la force, je vais pousser lourd en salle. Mais l'important c'est que la force en MMA, il faut que ce soit, on va dire, l'accès puissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse développer de la force en un temps court. Qu'est-ce que c'est? C'est de la puissance. Donc force et vitesse, bien évidemment. Parce que si vous êtes fort, mais que vous n'arrivez pas à aller vite dans un sport de combat, c'est compliqué. Sur des phases de striking, de lutte, vous avez beau être fort, mais si vous n'êtes pas rapide, ça va être très compliqué d'arriver au contact. Sur les phases de sol, c'est différent parce que la vitesse est beaucoup moins importante. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu comme la surface de contact, etc. Les angles, les piliers qu'on va utiliser autour du grappling, de la position, etc. De l'ancrage au sol. Là, on va plus être sur de la force max. Mais sur des phases debout, où il faut être rapide, etc., que ce soit sur les phases de striking, les phases de lutte, pareil que ce soit pour les judokas, les lutteurs, les boxeurs, il va falloir être rapide et donc puissant. Parce que c'est intéressant d'être rapide, mais si on ne développe pas de la puissance, on ne fait pas de dégâts. Ok? Donc ça, c'est important au niveau des protocoles qu'on va utiliser. Je vais vous expliquer, entre guillemets, qu'est-ce qui est intéressant pour que ce soit vraiment utile. Parce que je vois beaucoup de gens qui s'entraînent, qui copient les entraînements, que ce soit des powerlifters ou même de certains pros en MMA ou dans d'autres sports de combat, mais qui au final font n'importe quoi. Ok? Donc là, la première partie, c'est comprendre la force dans les sports de combat. Comme je vous l'ai dit, la force, c'est pas juste soulever lourd. Il faut que ça se transfère dans votre discipline. Donc, si vous vous entraînez pendant des semaines, voire des mois, vous avez l'impression de progresser en salle de musculation, vous augmentez vos charges, vous avez l'impression d'être plus fort, mais que dans votre discipline, vous ne voyez pas de différence, il y a peut-être un problème en fait. Et c'est là la complexité de la préparation physique, c'est comment transférer ce qu'on fait en salle de sport dans votre discipline. Bien évidemment, en général, si vous devenez plus fort en salle de musculation, vous allez être plus fort on va dire sur le tatami, dans le ring, etc. Après, ça dépend aussi de votre bagage technique, etc. Si par exemple vous avez l'impression d'être fort, mais que techniquement vous êtes pauvre, mais vous allez vous épuiser sur le geste. Donc au final, la force que vous pourrez développer, vous allez tellement l'utiliser pour entre guillemets arriver à vos fins, alors que la technique aurait pu diminuer le temps pour y arriver, diminuer l'énergie, donc vous aurez beaucoup plus développé de force pour y arriver. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur une phase de clinch, vous y allez comme un bourrin, vous êtes fort, potentiellement ça va passer, mais vous avez mis tellement d'énergie à faire ça, parce qu'en fait, le déficit technique que vous avez, qui vous manque, va vous imposer d'utiliser beaucoup plus de force. Et c'est souvent les profils qu'on a dans les sports de combat, on a des profils très techniques, mais qui ne sont pas assez forts. Donc, ils sont très techniques, ils vont pouvoir user de la technique, etc. pour réussir certaines phases. Mais face à un mec très fort, des fois, qui a un minimum de technique, ça ne va pas passer. Et inversement, la personne qui est très forte, elle va souvent utiliser de la force, etc. pour passer sur des phases de clinch, de takedown, etc. Mais le mec en face est tellement technique que potentiellement, il va réussir une fois, mais la deuxième fois, il a tellement utilisé d'énergie que la technique va battre la force. Ok, bon après, il y a plein de paramètres, prendre en compte le timing, etc., les angulations, le niveau global de l'adversaire. Et c'est pour ça que tu sois technique, il faut développer de la force. Et si tu es fort, il faut développer ta technique. Bien évidemment, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup plus dans sa discipline va être meilleur globalement que la personne qui passe son temps en salle de sport. La préparation doit nourrir la discipline. Ça ne doit pas être l'inverse. Quelqu'un qui passe plus de temps en salle de musculation
que sur le tatami, le ring ou la cage, il y a un problème. Normalement, c'est 80% en moyenne de temps sur on va dire dans sa discipline et 20% en préparation physique, ok? Parce que surtout pour des sports comme le MMA, où le MMA c'est un sport très chronophage, où on a besoin de beaucoup s'entraîner parce qu'il y a plein de disciplines à voir, c'est très compliqué. Mais même à très haut niveau, des boxeurs, des mecs du JJB, des lutteurs, ils passent beaucoup de temps à l'entraînement, donc ils peuvent pas se permettre de perdre leur temps en préparation physique. Il faut que les séances soient efficaces et qu'elles leur apportent énormément pour la discipline. Et surtout, mais ça on en parlera plus tard, si tu te blesses ou que ça te crée trop de fatigue, à quoi bon? À quoi bon? Si tu penses que la préparation physique, tu l'as fait mal, il y a un problème. Donc il va falloir te faire accompagner par des préparateurs physiques, par des gens qui sont compétents. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter si vous avez les moyens d'investir dans votre préparation physique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Vous avez soit un lien dans ma description en bio pour réserver un appel et on peut discuter de tout ça, de vos objectifs, de comment je peux vous accompagner. Ou vous pouvez me contacter sur mes réseaux, vous m'envoyez un DM sur Insta, Twitter, TikTok, peu importe. Ok? Donc, on va passer aux différents types de forces qu'on peut retrouver en MMA. Et après, je parlerai d'un truc qui est très important pour moi et qui est souvent mis de côté et on en parle très peu. Ok? Donc, les types de forces qu'on va avoir en MMA, c'est la force entre guillemets max. Par exemple, les phases de clinch, cage control, j'ai noté, phase de contrôle au sol. Ça, c'est plus des phases de force max. C'est pas littéralement la même chose, mais ça y ressemble énormément. Ok, même si globalement on peut se dire sur une phase de grappling, quand la phase est arrêtée et qu'on est en top game, le mec essaie de pousser pour se relever, il y a quand même, on va dire, on peut appeler ça de la force max. Ok, force explosive, donc tout ce qui est travail de striking, les projections, les takedowns, etc. Et bien évidemment l'endurance de force. Mais ça, j'en parlerai après, ça va être très intéressant là-dessus. Je pense que c'est vraiment une phase importante du développement de la force dans les sports de combat. Donc c'est les répétitions de l'effort, bien évidemment. Et il faut évidemment que, je l'ai noté, l'importance du transfert vers la discipline de ces forces-là. Si on ne voit pas de différence, si on n'a pas de data significative d'évolution à ce niveau-là, que ce soit de la force max, force explosive, endurance de force, il y a un problème. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas, l'endurance de force, ça c'est vraiment un truc que je voulais parler, que je l'ai noté en gras tellement. Endurance et force, dans les sports de combat, ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, par exemple, du MMA, de la lutte, du judo, de la boxe, peu importe, c'est de pouvoir répéter des efforts à haute intensité, donc avec de la puissance, il y a de la force, plusieurs fois dans le round. Bien évidemment, la première phase qu'on va réaliser, en général 90% du temps, premier assaut qu'on fait, il va être le plus élevé possible en termes de puissance. Et au fil du combat ou du round, on va être en sous-maximal. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir répéter la même intensité au niveau de l'effort, mais on va pas le voir à l'œil nu la différence. À part quelqu'un qui a une génétique exceptionnelle, mais les premières phases d'assaut vont être toujours beaucoup plus intenses, beaucoup plus puissantes que les dernières. Si on avait des capteurs, on verrait la différence au niveau de la vitesse exprimée, le nombre de coups, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est important dans les sports de combat, c'est pouvoir développer de la force plusieurs fois, ou de la puissance plusieurs fois dans le round ou durant le combat à des hautes intensités. Et c'est ça vraiment la qualité entre guillemets reine des sports de combat, c'est l'endurance de puissance. J'ai fait une vidéo sur l'endurance, mais bien évidemment, il faut développer aussi la force. Si on a les deux, on va pouvoir développer énormément de puissance tout au long d'un combat et c'est là qu'on va faire la différence parce qu'on peut dire ce qu'on veut, par exemple pour le MMA, la lutte, le judo, etc., les sports de préhension en général ou des sports mixtes, la condition physique joue énormément. Quelqu'un de puissant, endurant, etc., mais même sur la boxe, etc. Ce que je veux dire, c'est que globalement, surtout sur des sports comme le MMA où la technique, le niveau technique est pas encore à son prime, pour utiliser le mot, on va dire, à la mode. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le MMA, c'est un sport assez jeune. Quand on voit des boxeurs, des lutteurs, des judokas, c'est des sports qui existent depuis énormément de temps. La lutte, ça existe depuis l'Antiquité, voire peut-être, je pense, bien avant. C'est des sports qui sont, on va dire, développés depuis des siècles, voire des millénaires. Et on arrive à un plafond, entre guillemets, technique. Ça veut dire que pour évoluer techniquement, c'est très dur. Tandis qu'à MMA, on évolue beaucoup plus. Il y a encore un gros gap énorme. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut compenser en fait ce gros gap énorme? C'est avec le physique. Donc c'est pour ça qu'il va falloir développer
un physique assez important. Quand je dis physique, je parle pas forcément de l'esthétique, même si l'esthétique vient avec les perfs. C'est-à-dire développer une puissance, une force importante, pouvoir le répéter plusieurs fois dans le round. Bien évidemment, mieux récupérer entre les rounds, ça c'est l'endurance fondamentale. Ça veut dire si on récupère bien entre les rounds, on va être beaucoup plus performant sur des sports comme le MMA, la boxe, le Muay Thai, etc. Même la lutte. Donc ça c'est important de pouvoir avoir tous ces pans de la performance. Bien évidemment, travailler aussi la prévention des blessures, mais la meilleure façon de prévenir des blessures, c'est d'être fort. Souvent, on se dit oui, tu dois bosser ta mobilité, tu dois bosser ta souplesse. Non, la meilleure façon de diminuer le risque de blessure, c'est d'être fort. C'est pas de travailler ta mobilité, c'est pas de travailler ta souplesse. Si tu es fort, que tu développes comment ça s'appelle, ta force, tu fais de l'hypertrophie, pareil, l'hypertrophie c'est une des meilleures choses pour la prévention des blessures. C'est pour ça que souvent je vois les gens, ils disent oui, mais tu t'entraînes comme un body, tu vas devenir lent. Pas du tout. Si l'entraînement est bien fait, on peut utiliser des techniques de bodybuilder pour que ce soit efficace pour les sports de combat. Il n'y a pas, faut pas croire que faire du développé ou du squat, peu importe, va nous rendre plus lents en fait. Je vous donne un exemple. Allez voir des powerlifters, allez voir des haltérophiles, demandez-leur de faire un saut par exemple sur une box très haute, ils vont réussir à le faire. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à pousser des charges lourdes avec leur poids du corps. Mais pour ceux qui regardent Dragon Ball Z ou Naruto, vous avez vu quand Piccolo ou Rock Lee, il enlève ses poids, il devient beaucoup plus fort. Mais c'est un peu le même principe pour faire simple. C'est-à-dire qu'un mec qui fait du squat, on lui enlève 200 kilos, on lui enlève la barre qui faisait 200 kilos en tout, on lui demande de sauter haut, il va s'envoler. Parce qu'en fait, lui, passer son temps à faire la même chose, parce qu'en fait, quand on pousse lourd, si on n'a pas cette intention de vitesse, d'aller vite, on ne remonte pas en général. C'est pour ça que quand je dis on développe la force, il faut toujours avoir une intention de vitesse, même si on n'a pas l'impression d'aller vite. Et c'est comme ça que nerveusement, on va développer de la force et de la puissance. Et sur des phases de combat, vu qu'on n'est pas lesté par quelque chose, on va être très puissant, très rapide, parce que notre cerveau, il aura cette intention de vitesse, d'aller vite, et donc de développer de la puissance. Parce que nerveusement, le moteur, il est puissant. Parce qu'on développe son système nerveux, on développe ses structures. Système nerveux, on va dire, c'est le moteur. Les structures, c'est tout ce qui est tendons, muscles, etc., ligaments. C'est, on va dire, les roues de la voiture, les transmissions, etc., les suspensions. Donc, ça va être super important de travailler tout ça, ok? Et ne croyez pas qu'en allant en salle de musculation, vous allez être beaucoup plus lent. C'est sûr que si vous faites des entraînements copier-coller sur du bodybuilding ou du powerlifting, c'est pas optimal, mais c'est mieux que rien faire, croyez-moi. Après, il faut pas que ça crée trop de fatigue, bien évidemment. Il faut pas que ça vous rende trop raide parce que vous faites des mises amplitudes, etc. Parce que c'est vrai que la musculation peut vous rendre raide. Mais si vous bossez sur des grandes amplitudes, pas du tout. Parce qu'en fait, vous bossez sur des grandes amplitudes, par exemple sur un squat, sur des pompes, vous faites des amplitudes max avec une charge additionnelle, votre corps il aura l'habitude d'aller travailler sur des grandes amplitudes avec beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que par exemple sur des phases de lutte, de grappling ou de striking, que vous arrivez sur des phases où vous étirez énormément le muscle, à des vitesses importantes, des contraintes importantes, votre corps ne va pas se blesser. Parce que pourquoi il se blesse? Souvent, c'est parce qu'en fait, il n'a pas l'habitude d'arriver dans ces amplitudes importantes avec des grosses contraintes. Donc, le corps se met en alerte, se dit wow, on arrête là, voilà, ça pète. Parce que le corps n'a pas l'habitude, donc et c'est comme si je te demande d'aller courir un marathon alors que tu t'es jamais entraîné, ton corps il va pas suivre, c'est normal. Ok? Donc, les 3 piliers de l'entraînement de la force, comme je l'ai dit, force maximale, explosive, endurance de force, endurance fondamentale, on la rajoutera aussi, mais c'est autre chose, bien évidemment. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le cardio, donc n'hésitez pas à les checker. Je la mettrai aussi peut-être en description pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, la force maximale, bien évidemment, ça va être des exos polyarticulaires, soulevé de terre, squat, développé couché, traction, dips, etc. Bien évidemment, c'est pas forcément que ces exos que vous allez utiliser pour développer la force. Des pompes lestées, ça peut être très intéressant aussi. Travailler sur du développé halter aussi, ça va être très intéressant. C'est pas ces exercices obligatoirement. Vous pouvez en faire d'autres. Vous pouvez faire du soulevé de terre, j'ai entendu, du hip thrust, du street press. Il y a énormément d'exercices que vous pouvez utiliser, de développé militaire. L'objectif, c'est qu'on développe de la force. Donc, comment on développe de la force? Il faut qu'il y ait énormément de groupes musculaires qui soient engagés. Donc, ça va être des exos polyarticulaires. Vous pouvez travailler avec la poulie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler avec des machines, il n'y a pas de problème.
Utilisez tous les outils à votre disposition pour développer cette force. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression de travailler à la barre qu'on va être beaucoup plus fort que la personne qui travaille à la machine. Bien évidemment, tout ce qui est travail charge libre, il y a d'autres... souvent, on utilise un peu plus de muscles stabilisateurs, un peu plus le gainage, qui peut être intéressant aussi. Mais des fois, ça peut être intéressant d'utiliser la machine, d'utiliser des câbles, parce que on a moins de contraintes sur d'autres muscles, donc on peut plus se concentrer sur le développement de certains groupes musculaires, de certains angles, parce qu'on n'a pas besoin de faire attention à son, entre guillemets, à son gainage, à sa position au niveau des pieds, avoir un bon ancrage. C'est pour ça que les deux sont utiles. Travailler avec des barres, des charges libres va être utile pour travailler son gainage, sa posture, etc. En plus de développer de la force, parce qu'on peut pousser lourd. Mais des fois, ça peut être intéressant de travailler sur machine ou poulie, parce qu'on va beaucoup plus se concentrer sur le développement de certains groupes musculaires, de certains angles. Parce que imaginons que vous avez du mal à développer votre dos. Si vous ne faites pas ce travail, pas forcément d'isolation, mais avec câble, machine, pour vraiment focus ce groupe musculaire, vous allez pouvoir développer moins de force, parce que le dos, en général, la chaîne postérieure, c'est ce qui fait un bon sportif. Quelqu'un qui a une chaîne postérieure, donc un dos développé, on a des épaules développées, des fessiers, des ischios forts, ça veut dire qu'en général, c'est un bon athlète. Okay, donc, si vous avez du mal, par exemple, à travailler ça, il va falloir se focus sur potentiellement soit de l'isolation, soit du travail avec poulie ou machine. Okay, donc, ça, c'est important de ne pas se dire, oui, je travaille de la force, je travaille qu'avec barre ou haltère, pas du tout. Ou inversement, moi, je travaille qu'avec machine et câble. Travaillez tous les outils dont vous avez à disposition, comme je le dis, la caisse à outils. Pourquoi se contenter d'avoir juste un marteau, un tournevis cruciforme, quand on peut avoir une scie à métaux, un niveau, etc. Utilisez tous les outils, bien évidemment, il faut savoir bien les utiliser. Ok ? Bien évidemment, au niveau des intensités, si vous voulez travailler la force max, on va être, entre 3 et 6 répétitions. Pourquoi je ne fais pas au-dessus ? Parce que les max, on peut les faire, du 3, du 2, une rep, on peut les faire, mais ça va être rare. C'est bien d'avoir des datas là-dessus. Mais travailler ces max, connaître ces max, ça prend du temps. Et je le dis toujours, surtout dans certains sports de combat, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour travailler ça. De temps en temps, en off-saison ou en été, on peut aller chercher ça. Mais je ne le fais pas régulièrement parce que ça crée beaucoup de fatigue. Et ce n'est pas l'objectif, toujours d'aller chercher ces max à ce niveau-là. Bien évidemment, il y a des protocoles pour développer ça. Il faut faire attention à la fatigue nerveuse que ça va créer, comme je vous l'ai dit, et toujours avoir cette intention de vitesse. Ça veut dire que quand vous poussez, dites-vous, même si ça va pas vite, en fait, nerveusement, il faut se dire, je monte le plus vite possible. Et ça va vous aider à développer cette force. Ok ? Donc, apprendre à la force explosive, donc tout ce qui est travail de pliométrie, j'ai noté, éjection de medicine ball, ça c'est très bien. Attention à la phase excentrique sur le travail en medicine ball. Tout ce qui est travail aussi, j'ai noté de kettlebell, donc tout ce qui est swing, etc. Ça peut être très intéressant. Pliométrie, c'est tout ce qui est saut, d'accord ? Que ce soit vers l'avant, vers le haut, sur les côtés, même vers l'arrière potentiellement. Et attention, avant de commencer la pliométrie, apprenez à vous réceptionner sur des gros sauts, je parle. Bien évidemment, si vous faites de la corde à sauter, c'est très bien, par exemple. La corde à sauter, c'est un très bon exo de pliométrie, ok ? Mais si vous commencez à faire de la plio haute, apprenez d'abord à vous réceptionner parce que c'est comme ça qu'on peut se blesser, d'accord ? Après, on a entre guillemets tout ce qui est travail qu'on peut utiliser au poids du corps, d'accord ? Au TRX, c'est très bien. Moi, j'aime bien utiliser aussi le TRX. Travail d'anti-rotation aussi, ça peut être bien. Travail, bien évidemment, en chaîne croisée avec des haltères. Travail de, en unilatéral ou travail alterné. Par exemple, sur du tirage ou des poussées, on va venir sur une machine, tirer d'un côté, tirer de l'autre, tirer d'un côté, tirer de l'autre pour travailler un peu sa coordination. En plus de ça, c'est très intéressant. Ou travailler en unilatéral. Travailler que sur un bras, puis sur l'autre pour travailler un peu ce gainage, etc. Donc, il y a plein d'exos que vous pouvez utiliser, il y a plein d'outils, les sandbags peuvent être utilisés, comme je vous ai dit, le poids du corps, les traîneaux, il y a plein de choses. Bien évidemment, ça va dépendre des outils que vous avez à disposition et ça va dépendre aussi de votre niveau de connaissance de l'entraînement. Et c'est ça la difficulté. C'est que là, on n'invente rien. Les gars, il faut être honnête. Moi, ça, si c'était pas mon métier, ça serait... ces vidéos YouTube vont vous aider. Mais moi, c'est pas avec une vidéo comme ça que je vais pouvoir faire ma programmation. Et je dis pas ça pour que vous veniez vers moi, pas du tout. Entre guillemets, c'est vraiment pour vous aider. Mais ce que je veux dire, c'est que
Ne faites pas du hasard. J'en vois trop qui font ça en salle de sport, qui s'inventent des programmations. Je vois ce qu'ils font. Ils font des circuits, ils imitent des Michael Chandler ou autres parce qu'ils pensent ils ont le même niveau que lui, ils ont la même taille, ils ont la même condition physique. Pas du tout. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez vous entraîner de votre côté, faites du simple. Faites du B à bas, faites des bases. Ok? Donc, structurer une semaine type. Comment j'organise les entraînements, que ce soit du loisir, amateur ou pro, ça va dépendre. En fait, il y a deux façons de travailler, soit le linéaire, soit l'ondulatoire. Le linéaire, on développe une qualité physique tout au long de la séance, tout au long de la semaine ou tout au long du cycle, d'accord? En général, ça va être sur un cycle, c'est beaucoup plus intéressant, mais on ne fait pas qu'une qualité physique dans un cycle. Personnellement, je trouve que ce n'est pas intéressant pour du linéaire. Et de l'ondulatoire, qu'est-ce que c'est l'ondulatoire? C'est on va développer plusieurs qualités physiques dans une séance, dans une semaine ou dans un cycle. Ok, ça veut dire sur plusieurs semaines, d'accord? Ou sur une semaine. Ça va dépendre de plein de paramètres. Off-saison, l'été souvent, je vais plus travailler sur du linéaire. Vraiment développer une qualité physique ou deux qui sont vraiment importantes. C'est plutôt des axes d'amélioration qu'il faut travailler sur l'athlète. Et le reste du temps, je vais travailler en ondulatoire. Surtout pour ceux qui vont combattre, c'est-à-dire des amateurs ou des pros, parce qu'en fait, il faut toujours se dire, potentiellement, si on a un short notice, il faut être prêt à combattre. Si on a travaillé que de la force pendant longtemps et qu'on n'a pas travaillé trop l'endurance, ou même si la force nourrit l'endurance, parce que plus vous êtes fort, moins, pour faire simple, plus vous êtes fort, chaque geste que vous allez faire va demander moins d'énergie. Donc c'est pour ça que même des marathoniens travaillent la force différemment qu'un combattant, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes amené à combattre régulièrement, il va falloir plus travailler en ondulatoire, donc travailler plusieurs qualités physiques à la fois. Il faut que ce soit bien fait. On ne peut pas travailler tout en même temps. On ne peut pas travailler la vitesse, la puissance, la force, même si ça va ensemble, tout ça. L'endurance fondamentale en une séance, c'est pas possible. Il faut essayer de bien s'organiser là-dessus. Ok? Par exemple, souvent, ce que je fais, si je fais une séance, une à deux qualités physiques, première séance de la semaine, on va travailler plus pliométrie, d'accord? Pliométrie, travail d'explosivité et de force, ok? Et après un peu d'endurance, potentiellement d'hypertrophie, peu importe. Deuxième semaine, plutôt force max. Deuxième séance, plutôt force max. Et troisième semaine, on va dire plus hypertrophie, endurance, ok? Peu importe, endurance musculaire ou de force, endurance fondamentale, ça va dépendre. Ou des fois, si je peux, je fais une séance assez intense, une séance modérée, voilà, à peu près faible, plutôt basse intensité, une séance assez intense. Ça dépend de plein de paramètres. Je ne peux pas vous donner à chaque fois des séances complètes par rapport à vous, parce que ça dépend du profil, ça dépend du type d'adversaire que vous allez avoir aussi, si vous êtes en camp ou pas. Si vous savez que vous allez faire un 3x3, c'est différent qu'un 3x5, c'est différent qu'un 5x3, et peu importe en fait. Par exemple, les lutteurs, c'est pas les mêmes efforts qu'un boxeur, ok? Souvent, ce que j'aime bien, c'est l'entraînement polarisé, haute intensité, basse intensité, haute intensité, basse intensité, ou basse intensité, haute intensité. Ça va dépendre aussi de vos cours. Si votre lundi, c'est très intense, potentiellement, la séance de préparation physique, elle va pas être très intense le lundi si vous la faites le lundi. Ou potentiellement, on ne la fera pas le lundi du tout, la séance de prépa, on la fera le mardi. Voilà, on va s'organiser comme ça. On essaie bien évidemment de mettre de la surcharge progressive dans ces blocs qu'on met en place. Ça veut dire qu'au niveau des charges, au niveau des data, je vous donne un exemple, vous faites un 2000 mètres au rameur pour tester, entre guillemets, avoir un test au niveau de l'endurance. Si par exemple votre première semaine vous le faites en 7 minutes, ben, la semaine d'après il faut essayer d'arriver en dessous de 7 minutes. Et chaque semaine on essaie de faire mieux, bien sûr. Ça c'est super important à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de progressivité, que vous allez à la salle de sport, vous allez faire pour faire, ça a peu d'intérêt honnêtement. Donc essayez d'avoir des datas, de les noter, c'est super important. Après au niveau de ce que je préconise, au niveau des exercices, il n'y a pas d'exercices qui sont très intéressants. Il y a bien évidemment des exercices que j'utilise potentiellement plus que d'autres. Mais je vous donne un exemple, moi j'aime bien tout ce qui est deadlift à la trap bar en unilatéral, que ce soit en position de fente, en position ou de split squat, ou que ce soit en RDL. Tout ce qui est travail de medicine ball, j'aime beaucoup. Kettlebell, j'aime beaucoup. Mais machines, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup utiliser les machines et les poulies. Il y a plein d'exos. Tout ce qui est tirage, moi, j'aime beaucoup le faire en unilatéral. Pareil pour la poussée. Ok.
Après, pour développer de la force max, on va éviter de travailler en unilatéral, même si ça peut être intéressant. Travail de grip, c'est très intéressant aussi. Mais en développant votre force max, en général, vous allez développer votre grip. Parce que quelqu'un de fort, il aura toujours un gros grip. Ça, c'est clair et net. D'accord? Et vous allez faire des tests de grip, si un jour vous le savez, ou même les jours où vous êtes fatigué, vous allez sentir votre grip qui est beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. Donc, développer sa force va vous faire développer votre grip. Bien évidemment, faire un petit travail autour du grip peut être intéressant pour des judokas, des mecs qui font du JB, mais travailler avec soit des serviettes, soit des kimonos que vous allez lester avec des KB. Je peux vous montrer quelques exercices, bien évidemment. Et le grip, attention, je ferai peut-être une vidéo dessus, ça se travaille intelligemment. Pareil pour le travail autour de la nuque. S'il y a des choses à mettre en place, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut mettre de la progressivité. Il y a des exercices où il faut faire attention pour éviter les blessures, parce que l'objectif de la prépa, il ne faut pas qu'on se blesse. Si on se blesse, c'est dommage, franchement, c'est que vous avez fait n'importe quoi à ce niveau-là. Ok, là on va plus être sur les erreurs à éviter. Donc j'ai noté, bien évidemment, néglige la récupération. Qui dit fatigue nerveuse dit moins de puissance, moins d'explosivité. Donc vous n'allez pas vous en rendre compte, ou peut-être vous allez vous rendre compte que vous vous faites manger aujourd'hui en sparring, mais c'est peut-être parce que vous êtes fatigué, donc vous êtes moins rapide, moins de coups d'œil, moins de prise de décision rapide, moins d'endurance de force. Donc au final, vous allez vous faire manger. Et vous n'en allez peut-être pas rendu compte parce que des fois, c'est peut-être 10-15% de différence. Vous allez dire, putain, moi aujourd'hui, c'est dur. Peut-être que vous étiez fatigué, mais vous n'êtes pas rendu compte en fait. Parce que des fois, c'est des petits détails. Négliger l'hypertrophie, ça je l'ai noté. Copier les techniques de bodybuilder reste très intéressant pour le développement de la force, le développement de l'endurance, la prévention des blessures. D'accord? Ne vous dites pas, je ne m'entraîne pas comme les maudits, ça va me rendre lent. Ça, c'est des conneries, ça. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi et il faut prioriser les choses. Ok? J'ai noté copier les pros. Attendez, je bois un peu, les gars. C'est pas du marketing ou quoi que ce soit. J'avais vraiment soif et j'avais la gorge sèche à force de parler. Désolé pour le bruit de l'eau, mais là, j'en pouvais plus. Copier les pros. Pourquoi il ne faut pas copier les pros? Parce qu'ils montrent ce qu'ils veulent. Des fois, ils montrent des exos Instagrammables avec Michael Chandler qui fait ses trucs des fois. C'est stylé et tout, mais pas forcément super efficace. Ok? Donc, ne faites pas. J'avais fait une vidéo sur le shadowboxing aux haltères. Moi, je me suis fait allumer. Mais faire du shadowboxing aux haltères, c'est pas ça qui va vous rendre plus puissant, plus rapide, plus endurant au niveau des épaules. Il y a des protocoles qui sont beaucoup plus intéressants. En plus, le vecteur de force, c'est pas intéressant parce qu'il va du haut vers le bas. Ou un peu inversement, entre guillemets, ça dépend de ce que vous voulez parler. Tandis que par exemple avec un élastique, etc., ou des outils qui sont beaucoup plus intéressants, il va être horizontal. Et quand on frappe, par exemple, c'est très horizontal. Ok? Donc ne faites pas ce que les pros font, surtout pour des trucs dangereux, par exemple le travail à la nuque, attention. Je vois beaucoup de gens qui font le travail à la nuque, le poing en arrière. Attention, hein, si vous n'avez pas la nuque qui est prête pour ça, vous allez vous bousiller. Et ne vous comparez pas aux pros. Ils ont souvent des génétiques exceptionnelles. Ils s'entraînent depuis longtemps et le sport à haut niveau, c'est pas du sport santé, c'est du sport performance. Donc, vous allez voir que la plupart des combattants de haut niveau, ils sont cassés de partout. À part ceux qui ont arrêté au bon moment, je vous donne des Dimitris Johnson, Khabib, il y en a d'autres, ils sont cassés de partout. Vous allez voir, si un jour vous avez l'occasion de discuter ou d'écouter des interviews de Teddy Riner, il vous dira que le mec est cassé de partout. Parce que le judo, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de chutes. C'est un sport qui est très demandant techniquement en termes de répétition, c'est un sport d'usure parce qu'on répète beaucoup et surtout avec son poids, les contraintes sont énormes. Donc faites attention avec ça, de ne pas copier les pros, faites du simple, allez à l'essentiel, surtout si vous n'êtes pas accompagné. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas, bien sûr. Il faut se dire que la vraie force qui est utile, c'est celle qui se transfère, pour conclure. Donc qui te rend beaucoup plus rapide, qui va te rendre beaucoup plus puissant, beaucoup plus endurant, qui va te permettre de techniquement pas dégrader ta technique tout au long du sparring ou du combat. Donc, répéter les efforts d'intensité, c'est la base. Si vous sentez que vous êtes fort une fois, mais que vous n'avez plus à répéter ça, c'est qu'il y a un gros problème et que là, il va falloir travailler à ce niveau-là. D'accord? En tout cas, n'hésite pas si tu veux être accompagné, tu me contactes pour de la préparation physique. N'hésite pas même pour de la remise en forme, ou même si tu fais du loisir, faire de la préparation physique va te faire beaucoup plus apprécier ta discipline parce que tu vas te sentir beaucoup plus fort, endurant, puissant et tu vas réduire ton risque de blessure. Donc n'hésite pas, clique dans le lien en bio, tu peux réserver ton appel ou tu m'envoies un DM sur les réseaux et on en discute. Ok? En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu.
Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si je veux aller plus loin au niveau du grip, travail, développement autour de la nuque, etc. Mettez-le moi en commentaire. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à un maximum de monde à chaque fois. N'hésitez pas à donner de la force ou à me donner des conseils constructifs, même si c'est négatif mais que c'est constructif, je prends. Partagez la vidéo à vos amis qui font des sports de combat ou même qui sont curieux là-dessus. Ça m'aide beaucoup. Likez la vidéo, commentez. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.